Microbocaille, Demoun. Avec nous, une marchande de fruits et légumes originaire de Sainte-Lucie, une greengrocer qui restera anonyme. Elle nous indiquera les bons côtés et les inconvénients de son activité, donnera quelques conseils simples à ceux et celles qui souhaitent créer leur entreprise, nous parlera de son île natale et pour finir, nous lui demanderons si elle se sent prête à trembler avec la terre et nous lui demanderons son avis sur le Sekirit-Li. Pour commencer, la greengrocer nous en dit plus sur ce qu'elle vend. Je vends à peu près tous les fruits locaux qu'on peut trouver ici à la Martinique. En gros, c'est ça, les fruits et légumes. Tu vends aussi, j'ai vu d'autres articles comme quoi? Ça ne tombe pas de le domaine de fruits et légumes, mais c'est-à-dire que des assaisonnements, des choses pour assaisonner la viande, pour apporter un peu de goût aux légumes. Donc du coup, c'est lié. D'accord. Tu ne veux pas qu'on parle du savon et des peignes? Ben, le savon et le peigne, c'est à côté. Hein. C'est juste que les gens aiment le savon bleu, venant de la Dominique, et le peigne qui est un peu différent de ce que l'on trouve ici, parce que c'est un peu plus costaud et plus... Ça dure plus longtemps, ça ne casse pas facilement. Et je crois que c'est pour cette raison qu'on a ajouté ça à côté. Mais c'est vrai que ton activité principale, c'est vraiment fruits et légumes. Là, je vois toute une gamme de couleurs. Ça passe des bananes jaunes, des figues pommes, concombres, enfin, tout ce qu'on peut manger, quoi. Hein. C'est exact, parce qu'on nous dit qu'on mange, il faut voir 5 couleurs. Donc, j'essaie d'apporter les 5 couleurs à mes clients. Très bien. Alors, il est entre 17h et 18h. Et tu es là depuis quelle heure ce matin? Ma journée commence à peu près 6h du matin. Pourquoi on est là, il est 17h, on est toujours là? Parce que nous attendons les retardataires, c'est-à-dire que ceux qui travaillent dans les bureaux, qui quittent le travail à 17h, peuvent trouver quelque chose parce qu'ils n'ont pas toujours le temps d'acheter le matin. La plupart achètent des légumes le samedi, mais il y a toujours quelque chose qui manque au cours de la semaine. Donc ces gens-là peuvent venir nous voir et ils peuvent trouver quelque chose comme une petite tachine, quelque chose de ce genre. Alors là, tu es en train de prendre ton goûter peut-être, tu dégustes une mangue. Comment tu t'organises pour tes repas par rapport à cette activité? Mes repas, c'est pas compliqué. Moi, je mange beaucoup de fruits. Parfois, on fait des choses, prépare le repas déjà à la maison, la veille, on réchauffe le lendemain. Ou au cours de la journée, quelqu'un peut monter à la maison parce qu'on n'habite pas trop loin du lieu de l'activité pour préparer quelque chose. Ou parfois, on achète les snacks autour de nous, le restaurant. En quelques mots, quels sont les avantages et les inconvénients de cette activité professionnelle? Les avantages de mener une entreprise dans le domaine de fruits et légumes, c'est-à-dire que tu as de quoi manger tous les jours. Tous les jours, tu as de quoi manger. Ok? Tu peux passer le mois sans entrer dans un supermarché parce que tu as toujours de quoi manger. En ce qui concerne les protéines, on peut le trouver aussi dans les légumes et aussi dans les fruits. Donc, tu peux passer le mois sans entrer dans le libre service. Les désavantages, ce sont des produits périssables, c'est-à-dire que qui n'a pas le durée de vie, c'est pas long. C'est-à-dire que sur 2 ou 3 jours, les fruits changent, décomposent, ça change de statut, ça change de qualité. Donc du coup, si c'est quelque chose, c'est un risque. Ok, on menait un stand de fruits et légumes. Parce que dès le départ, il n'y a pas d'assurance pour couvrir la perte. C'est difficile pour les petites machines comme moi de prendre une assurance pour couvrir la perte. Parce que pour le mois, on peut calculer entre 15 et 20%, ok, perte. De perte.
Aujourd'hui, par exemple, tu peux perdre, par exemple, à peu près 50 kilos de bananes jaunes. Mais il faut savoir où récupérer cette perte ailleurs et plus tard de l'année, même pas le même mois, mais plus tard de l'année, parce que n'oubliez pas, on n'a pas d'assurance. Mais il faut maintenir l'activité. Donc, du coup, parfois, c'est pourquoi parfois, on a des choses à côté telles que les assaisonnements et les choses pour faire aussi la viande et d'autres choses à côté qui peuvent apporter en plus pour couvrir, pour faire tourner. Et les clients aiment des fruits et légumes frais. Ils n'aiment pas des choses qui sont dépassées ou abîmées. Donc c'est pourquoi il faut tout le temps, il faut renouveler le stock. Donc c'est pas évident. Il faut juste avoir la tête sur les épaules. Une précision importante, tu n'es pas une agricultrice, tu achètes pour revendre, c'est bien ça? C'est exact. Tout ce que je vends, je les achète. Donc c'est pourquoi parfois le coût de rendement c'est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Parce que celui qui est agriculteur vend ses produits moins cher que moi. Parce que moi je deviens une deuxième, même pas deuxième, parfois je tombe à troisième acheteur. Parce que parfois, de la main de celui que j'achète, a déjà acheté de la main de quelqu'un d'autre, qui a déjà acheté de la main de l'agriculteur. Donc, il y a une espèce de chaîne de distribution qui a la finalité. Depuis, parfois, c'est plus cher parfois. Mais c'est comme ça. Donc, plusieurs intermédiaires. Est-ce que les clients se plaignent du prix que vous pratiquez par rapport au supermarché? Et est-ce qu'ils tiennent quand même à payer pour avoir des produits frais et locaux? Tout d'abord, dans cette vie, on rencontre toutes espèces de gens. C'est-à-dire, il y a celui qui vient acheter et qui sait, il y a une savoir de comment ça marche. Donc lui, il achète, il rentre chez lui. Il y a d'autres qui pensent que les choses sortent du ciel et ça tombe gratuitement dans votre main. Donc du coup, il faut les donner gratuitement. Et il y a d'autres qui vont faire comparer tes prix avec les prix des autres. Donc on a toutes sortes de clients. Est-ce qu'ils te demandent de faire des rabais? Non, pas vraiment. Certes, ils comparent mes prix avec les prix des supermarchés. Ils se plaignent? Beaucoup. Mais il y a une différence. Dans le supermarché, les fruits sont conservés dans les chambres froides. Tandis que moi, je renouvelle mes fruits tous les jours. Donc, mes fruits sont directement du champ. Ce n'est pas conservé dans une chambre froide. Tandis que le libre service peut avoir des fruits tout au long de l'année, mais ce sont des fruits la plupart du temps qui sont conservés dans les chambres froides, qui n'ont pas le même goût que les fruits et les légumes que tu peux acheter au marché. Il y a beaucoup de fruits qui viennent de divers pays. Chez moi? Non, dans les supermarchés. C'est exact. Alors que chez toi, c'est 100% Martinique. Madinina. Okay. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui font faillite, soit parce qu'ils ont choisi un secteur qui est en crise, ou bien simplement à cause d'une mauvaise gestion. Tu as été comptable dans le passé. Quel conseil simple peux-tu donner à quelqu'un qui souhaite se lancer, créer son entreprise? Tout d'abord, il faut regarder la culture. Ça veut dire, ce qui peut marcher, par exemple, aux États-Unis, ne peut pas forcément marcher ici. Mais la plupart des gens voyagent, ils font des études prolongées dans les pays, ils voient des choses. Ils rentrent en Martinique avec ces idées-là, ils montent ces entreprises-là, mais ce n'est pas forcément ce qui correspond à la culture. Parce que chaque peuple, chaque esprit, il consomme différemment. Donc il faut, avant d'ouvrir une entreprise, il faut mener ce qu'on appelle une enquête sur le marché pour voir vraiment s'il y a le besoin. Et s'il y a le besoin existe, est-ce que c'est un besoin sur le court terme ou le long terme? Quel est le budget prévisionnel? C'est-à-dire que dans le cas où il n'y a pas de revenus pour le mois,
comment vous allez faire pour couvrir les charges fixes? En de cas où ça ne marche pas, quel est le plan B? La plupart du temps, on commence quelque chose, mais il n'y a pas de plan B. Donc, dans le cas où ça ne passe pas, on ne sait pas quoi faire. Ouvrir une entreprise, ça demande. Mais aussi, il faut avoir la vision pour le cas où. Aussi, il faut gérer. Management, c'est très très important. Il ne faut pas avoir copain ou copinage quand tu gères une entreprise. C'est pas comme si tu es à la maison. Tu as l'État qui est là, qui est présent. La besoin sa part. Il faut penser à toutes ces choses-là. Donc là, tu penses à la gestion des finances, à ne pas dépenser plus que ce qu'on ne gagne. C'est ça, ça paraît simple en fait. C'est exact. Mais je crois que le plus gros problème avec les petites entreprises, c'est de dire qu'on ouvre des choses qui ne correspondent pas à la culture. Donc il faut vraiment étudier bien le marché. Et comme j'ai dit, sur le long terme. Parce que, à mon avis, si on ouvre quelque chose, c'est pas pour le faire mieux en 6 mois. Tout à fait. Microbocaille. Demoun. Parlons maintenant de ton pays de naissance, Sainte-Lucie. Dis-nous comment est la vie à Sainte-Lucie comparativement à la vie ici en Martinique, notamment concernant le pouvoir d'achat. À l'époque qu'on vit maintenant, la vie est chère partout. Rien n'est facile. La vie est chère et c'est comme ça. On dépense, les foyers dépensent beaucoup. Et le revenu, il n'y a pas de revenu qui rentre. Là, c'est un malade qui est en train de passer sous sa moto en cabrant, chose à ne pas faire. J'ai même pas vu s'il avait un casque. Tu as vu s'il avait un casque? C'est vraiment un malade. Et notre invité est plié de rire. Revenons à ce que nous disions. On était où? Oui. Tu disais que la vie est chère partout. La vie est chère partout. Mais je crois que ce qui est censé important, c'est savoir comment mener cette vie, comment faire, comment adapter à cette vie, quel que soit le revenu qu'on a. En fait, à Sainte-Lucie, est-ce que les gens vivent mieux ou plus difficilement? À Sainte-Lucie, les gens vivent mieux, d'autant plus qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle le RMI. Maintenant, c'est le RSA. Autant pour moi, je n'étais pas au courant, ça avait changé de nom. Donc, parlons de RSA. Dans mon pays, on n'a pas ce qu'on appelle le RSA. Tout le monde doit se débrouiller pour avoir son gagne-pain. Le salaire n'est pas plus élevé que le salaire ici, mais les gens arrivent. Les gens sont tous, pratiquement tous, 95% de la population vit dans les maisons individuelles. Ils voyagent, la plupart, au moins une fois par an. Ils conduisent des voitures japonaises. Tu veux dire que des voitures assez luxueuses, non? C'est exact. Est-ce que les impôts sont moins chers là-bas? Est-ce que l'État prend moins d'argent? Peut-être l'État prend moins d'argent, mais toujours autant que tu dois payer 10% de ton salaire chaque mois à l'État. C'est une autre mentalité. Tu nous as dit que les gens, comme ils ne comptent pas sur le RSA, ils sont plus débrouillards. C'est exact, c'est le mot. Débrouillard. Très bien. Toujours concernant Sainte-Lucie. C'est quoi? C'est la moto qui te fait rire toujours? Ceux qui veulent aller en vacances à Sainte-Lucie, qu'est-ce que tu peux leur conseiller comme bon plan? Le bon plan, tout d'abord, il faut s'habiller correctement en arrivant sur l'île. Tu veux dire décemment? C'est exact. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu vois les gens dans les maillots de bain, dans les magasins. À mon avis, c'est pas respectueux. C'est irrespectueux pour rentrer dans un magasin avec un maillot de bain
Ce qu'on ne fait pas chez nous, il ne faut pas faire chez l'autre. C'est mal vu par la population. C'est mal vu. Ok, quoi d'autre comme conseil? Qu'est-ce qu'il y a à visiter de bien? Ben, il y a plein de choses à visiter. Hein. Il y a plein de choses. Il y a le Sulphur Spring, il y a les volcans, il y a les pitons, il y a les rivières, il y a la forêt, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a la mer, il y a plein de choses. Le marché, tu vois, il y a plein de choses à visiter. Il y a plein de choses à visiter à Sainte-Lucie. On ne l'a pas dit, mais bon, la plupart des gens savent que Sainte-Lucie, c'est un pays indépendant. Depuis quand? 1979, le 22 février. Très bien, donc c'est un pays de débrouillards, puisqu'ils sont indépendants. C'est une petite île, hein, plus petite que la Martinique. C'est exact. Mais quand on est là, on a l'impression que c'est plus grand que la Martinique. Qu'est-ce qui donne cette impression de grandeur? La liberté de l'esprit. On est libre. Tandis qu'ici en Martinique, la plupart du temps, on est fermé, on se sent fermé parce qu'on est tellement dans les cités, dans les bâtiments clôturés, on ne peut pas vivre comme les êtres, 100% comme des êtres humains. C'est vrai que tu nous as dit que là-bas, la plupart des gens ont des maisons individuelles, donc il y a très peu de cités alors? Très peu. C'est-à-dire que peut-être il y a 1% des cités. 1% c'est seulement de la ville principale. Tu vas trouver à peu près à peu près 300 appartements. Pas plus. D'accord. Eh bien, je crois qu'on a terminé. Alors, si j'ai une dernière question. Ah ben non, c'est tout. Ah non. Si la terre tremble, est-ce que tu te sens prête à faire le nécessaire? Tu sais, on n'est jamais prête. Même si on fait des simulations, même si on fait tout ça, quand la chose arrive, on n'est jamais prête. Parce que moi, j'ai suivi tant de simulations et il y a 2 ans, le tremblement de terre, on n'était pas prête. Malgré le fait qu'on fait des simulations tout le temps. Donc la réalité s'oppose parfois à la préparation. Très bien. Et toute dernière question, qu'est-ce que tu penses du Security Lee? C'est un concept de lit, un meuble, un lit-abri qui est censé te protéger, empêcher que, par exemple, les murs ou les meubles tombent sur toi. Qu'est-ce que tu penses de ce concept? Est-ce que tu aimerais avoir un lit comme ça pour te protéger? Je ne suis pas sûre. Si on dit que c'est efficace, peut-être c'est efficace. Regarde ce qui est passé en Haïti. Il y a des maisons qui n'étaient pas bien construites, qui restent debout, qui ont été, protégées contre. Il y a d'autres qui étaient bien construites, telles que le palais, et c'était détruit. Donc, tu sais, parfois, je trouve que c'est là où il y a la puissance, là où il y a les gens, la puissance de Dieu parfois. Beaucoup de choses, Dieu protège ses enfants dans toutes les circonstances. Donc, on n'a pas besoin forcément de lits quelconque. Parfois, c'est des choses pour faire de l'argent. Je ne veux pas dire que c'est un arc, mais des choses qui font de l'argent. Parce qu'on nous, par exemple, on avait demandé à chaque chaque automobiliste de se procurer de ce qu'on appelle le gilet. C'est le gilet et le triangle là. Moi, j'ai acheté ça, mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais utilisé. Or, cet argent-là, je vais peut-être le poser quelque part. Et tu sais, il y a des intérêts qui viennent sur cet argent. Donc, et si tu tombes en panne un jour? Ben, c'est pas la fin du monde. Mais c'est la fin de l'interview. Nous te remercions beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. Là, tu vas rester à ton emplacement pour assurer le marché du soir. Que peut-on te souhaiter? Ben, la persévérance. Eh bien, persévère. Merci et à bientôt. À bientôt.
Nous étions avec une marchande de légumes quelque part à Fort-de-France. Nous n'en avons pas parlé devant le micro, mais il faut dire que l'achat des denrées qu'elle revend a lieu à une heure à laquelle la majorité des gens est au lit. Merci d'avoir écouté Demoun. See you.